Et notre invité ce matin est le procureur de la République, Yves Dupas. Bonjour. Bonjour Jean-François, bonjour à vos auditeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va évoquer quelques-unes des priorités évidemment de votre action, mais on va revenir avant cela sur deux affaires qui ont eu lieu ce week-end, l'une à Yengen et l'autre à Yaté. La première à Yengen a donné lieu déjà à une réponse judiciaire. Est-ce que vous pouvez brièvement nous rappeler les faits et le contexte dans lesquels ces violences se sont déclenchées ? Alors cette problématique est très récurrente, hein. Souvenez-vous des exactions à Bélep, à Marais, à Tangen, donc Yengen, à Kaalagoman, à l'île des Pins. Donc effectivement, samedi matin vers 5h30, 9 membres du clan Boirat ont effectivement commis des violences et un incendie volontaire d'une maison d'un chef de famille, de la famille Opine, pour les chasser de leur terre. Et donc, bien évidemment, la gendarmerie est rapidement intervenue. Nous avons eu 9 interpellations. Et le but, c'est pour la justice, c'est de traiter ce type de procédure avec toute la réactivité nécessaire parce qu'il s'agit de la sécurité des personnes gravement mises en cause. Alors il y a eu des condamnations, des peines prononcées. Pour autant, on sait bien aussi que ça ne règle pas forcément la question parce qu'il faut aussi apaiser les choses derrière. Alors il y a deux choses qu'il faut dire. D'abord, fort heureusement, l'État est présent. Les forces de l'ordre et notamment la gendarmerie a pu contenir ces violences, procéder aux interpellations. C'est quand même très important. Et puis la justice remplit toutes ses missions et j'y tiens tout particulièrement par rapport à ce type de problématique. Les lois de la République s'appliquent sur tout le territoire, sans exception, il faut le rappeler, et notamment dans les terres coutumières. L'autre niveau, c'est bien évidemment l'action des autorités coutumières. Elles doivent mettre en œuvre des outils de prévention de ce type de conflits, qui sont connus, qui sont identifiés, qui sont parfois très anciens. Elle doit mettre en œuvre des procédures de médiation, c'est très très important. Et puis, les parties peuvent aussi saisir une juridiction qui est très spécifique sur le territoire. C'est le tribunal aux affaires coutumières pour régler ce type de litige. Alors, il y a des types de litiges qui peuvent être réglés. Les coutumiers peuvent aussi intervenir après les tensions pour essayer de les apaiser. Est-ce qu'on est aussi dans le même contexte pour ce qui s'est passé à Yaté le week-end dernier ? L'on a également dans cette tribu de Touaourou des difficultés internes avec des faits donc d'entrave à la circulation qui ont été commis dans un premier temps par un groupe d'individus, puis des violences avec armes en réaction. Nous avons des violences réciproques, donc nous allons traiter tous les niveaux de responsabilité dans cette procédure. 4 gardes à vue en cours depuis lundi qui amèneront à des déferrements très probablement donc dans la journée de certains auteurs pour ces faits de violence. C'est le même cas de figure. Les autorités coutumières peuvent intervenir et doivent intervenir, me semble-t-il, effectivement, après la commission de ce type d'exaction, mais elles doivent surtout intervenir avant pour éviter ces types de débordements. Elles peuvent intervenir avant pour mettre en place des concertations, des médiations. Mais est-ce qu'il y a un travail qui se fait entre les coutumiers et la justice ? On sait qu'il y a déjà des choses qui ont avancé. Il y a parfois des assesseurs coutumiers dans certaines affaires. Est-ce qu'il y a vraiment un dialogue ou un travail qui se fait entre la justice et les coutumiers pour voir comment ce type de conflit pourrait être évité ? Je crois que les coutumiers doivent être effectivement proches des services de l'État et notamment la gendarmerie, très clairement, pour informer, pour se concerter par rapport à des agissements individuels ou en groupe. Ça, c'est une première règle. Mais l'usage de la force, il est exclusivement, effectivement, de la compétence des services de l'État. Alors, qu'est-ce qui fait, monsieur le procureur, que l'affaire à Yengen est déjà quasiment résolue et celle de Yaté pas encore ? C'est la difficulté de l'enquête sur le terrain ?
Sur IAT, c'est plus compliqué parce que nous avons des faits réciproques de violence. Nous avons un nombre important de mises en cause dans chaque camp. Donc, effectivement, une procédure un peu plus compliquée que celle de Yengen. Alors, dans un certain nombre d'affaires, monsieur le procureur, on entend de plus en plus parler de reconnaissance préalable de culpabilité qui fait que ça évite à certains auteurs de faits de passer devant un tribunal pour accélérer les procédures. Et vous savez, on entend souvent les doutes de certaines personnes qui disent, en gros, ils sont en train de négocier leur peine ou leur petit truc avec le juge d'instruction. Est-ce qu'on peut rappeler précisément en quoi consiste cette procédure et rappeler peut-être qu'elle est évidemment encadrée ? Alors c'est une procédure qui est effectivement particulièrement encadrée, qui permet, en cas de reconnaissance des faits, au parquet de proposer une peine à une personne prévenue, assistée d'un avocat, avec également un contrôle des magistrats du siège, puisque un juge examine le dossier et homologue ou n'homologue pas la proposition de peine. Donc c'est un cadre juridique effectivement très très encadré qui conduit au prononcé d'une condamnation pénale et par moment avec des incarcérations immédiates en fonction de la personnalité bien évidemment du prévenu, en fonction de la gravité des faits. Nous pouvons effectivement, et le législateur a étendu le champ d'application de cette procédure au délit allant jusqu'à 10 ans d'emprisonnement encouru. Donc bien évidemment, par exemple, en matière de trafic de stupéfiants, nous pouvons passer ces procédures en plaidé coupable. Donc on est d'accord, c'est juste la volonté d'accélérer finalement le traitement des affaires. Si vous voulez, à partir du moment où la personne reconnaît les faits et que bien évidemment elle accepte une peine qui a du sens, bien évidemment, il ne s'agit pas de brader le traitement judiciaire dans cette procédure. Mais c'est fort heureusement une procédure qui nous permet de fluidifier notre audiencement et le champ de nos poursuites. C'est très très important et c'est en tout cas effectivement une procédure que les juridictions mettent en œuvre dans l'ensemble des ressorts. Alors, monsieur le procureur, dans quelques jours, comme le veut la tradition, il y aura les audiences solennelles de rentrée du tribunal, le première instance, cour d'appel. Généralement, vous en profitez pour faire un bilan de l'année précédente. Alors, on ne va pas vous demander quels sont les chiffres que vous allez révéler lors de cette audience. Ceci dit, on sait que de plus en plus d'affaires sont liées, traitées par la justice, sont liées à des violences intraconjugales ou des violences conjugales. Est-ce qu'on va rester sur cette même tendance pour l'année 2023 ? Est-ce que ça reste une priorité pour vous ? Alors la lutte contre les violences intrafamiliales reste l'une de nos priorités dans la déclinaison de notre politique pénale, très clairement. D'abord parce que le volume de ces procédures ne baisse pas. Nous sommes encore sur une augmentation d'environ 10% en 2023 et que ce sont des procédures à enjeu. Il y a des enjeux de sécurité pour les victimes. Il y a des enjeux de prise en charge effectivement de ces victimes. Et nous souhaitons poursuivre dans le déploiement d'un certain nombre d'outils. Et normalement, en mars prochain, nous allons ouvrir ce centre de prise en charge des auteurs de violences intrafamiliales dans le cadre des mesures de contrôle judiciaire pour effectivement favoriser l'éviction du conjoint violent du domicile, pour y maintenir la victime et les enfants, et puis pour engager une prise en charge pluridisciplinaire pour mieux prévenir la récidive sur ce type de fait. Donc vous voyez, nous affinons nos outils. Il y a d'autres priorités aussi, la lutte contre les trafics de stupéfiants, le traitement également de l'usage de stupéfiants, parce que effectivement il n'y aurait pas de trafic sans consommateur, il faut le dire. Donc il y a différents champs que nous souhaitons effectivement approfondir dans notre politique pénale. Bien évidemment, la question de la sécurité routière, c'est également fondamental. Et puis se poursuit la lutte contre les cambriolages et les violences de toutes sortes. Donc vous voyez, les fondamentaux restent, mais nous essayons de déployer
toute une série d'outils, de moyens supplémentaires pour mieux contenir cette délinquance. Ça veut dire que, évidemment, la justice fait son travail comme elle l'a toujours fait, mais que vous tenez compte aussi parfois des retours ou des ressentis du public qui peut s'interroger sur la façon de travailler ? Ou en tout cas, vous essayez d'expliquer. Écoutez, nous essayons d'être le plus pédagogique possible, mais en la matière, je n'ai pas de baguette magique, il faut le savoir. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, nous avons 700 personnes incarcérées. C'est du jamais vu, c'est inédit, dans des conditions de détention qui ne sont pas conformes, il faut le rappeler, en tout cas pour le centre pénitentiaire de Nouméa. Nous avons 230 personnes sous bracelet électronique, donc avec une restriction de liberté bien évidemment très, très conséquente. Donc ce traitement judiciaire, il est très puissant, il est répressif. Il y a toutes les autres mesures que nous déployons avec effectivement des peines de sursis probatoire, du travail non rémunéré dans des compositions pénales qui sont des alternatives aux poursuites, des jours amendes, des amendes. Bref, nous faisons le mieux possible avec des moyens qui ont été renforcés en nombre de magistrats depuis quelques années, en tout cas depuis l'année dernière avec effectivement la création d'un emploi de procureur adjoint, d'une première vice-présidente qui vient de prendre ses fonctions pour le siège, donc des contractuels également, des juristes assistants. Donc tout ceci nous permet effectivement de mieux travailler, mais les besoins sont importants. Et à propos de la prison, on sait, il se dit que le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, pourrait être en Calédonie du 20 au 23 février. On suivra évidemment ça et puis on vous retrouvera pour la rentrée solennelle. Yves Dupas, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci à vous.